9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Et c'est l'heure, Philippe, de l'info média du jour. Et si le bras de fer entre Donald Trump et Twitter avait une incidence sur nos usages des réseaux sociaux partout dans le monde? Avec plus de 81 millions d'abonnés, le simple compte Twitter du président américain est un média à lui tout seul. Et la semaine dernière, Twitter a pour la première fois signalé un message de Trump. La mention « Vérifier les faits » a été accolée à 2 tweets dans lesquels le président dénonçait la nature, je cite, frauduleuse du vote par correspondance dans le processus électoral américain. Pour Twitter, cette information était largement exagérée. Colère de Trump qui a même publié dans la foulée un décret pour limiter la publicité sur Twitter et sur Facebook. Et hier, c'est un autre réseau social, Snapchat, qui a décidé de ne plus promouvoir les messages de Donald Trump. Pour en parler et pour compter les points, nous sommes avec Corentin Sellin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, spécialiste des États-Unis et chroniqueur pour le site d'information lesjours.fr. Tout d'abord, les chiffres, je le disais, Trump a plus de 81 millions de followers sur Twitter, également 28 millions sur Facebook et 20 millions sur Instagram. Je le disais, Snapchat, réseau très prisé des jeunes, a accusé Donald Trump d'inciter à la violence raciale et a fait savoir qu'il ne ferait plus la promotion de ses messages. Mais ce bras de fer entre Trump et les réseaux sociaux a commencé avec Twitter. Petit rappel des faits, c'était le 26 mai. Comment tout cela a commencé, Corentin Sellin? Alors, tout cela a commencé par par plusieurs tweets de Trump où, une fois de plus, il remettait en cause le vote par correspondance, qui évidemment revient en question à l'occasion de l'épidémie de Covid-19. Et ces tweets, pour la première fois, ont été marqués comme à vérifier, c'est-à-dire renvoyés à un site de fact-checking promu par Twitter lui-même, ce qui a déclenché la fureur de Trump. Mais en vrai, ça fait bien plus longtemps, puisque ça fait environ 1 an que Trump dénonce une censure des propos conservateurs, des idées conservatrices qu'il porte par Twitter, qu'il accuse d'être une firme libérale de gauche californienne qui voudrait censurer les opinions conservatrices. Qu'est-ce qui n'allait pas dans le message de Donald Trump aux yeux de Twitter ? Alors, simplement parce que, en particulier, il y avait plusieurs choses, mais en particulier parce que Trump affirme partout que le vote par correspondance provoque des fraudes massives, sauf qu'il n'y a jamais eu aucune étude scientifique pour le prouver. Et par ailleurs, on peut rappeler qu'il y a actuellement, et avant même le Covid-19, il y a 5 États aux États-Unis qui pratiquent le vote uniquement par correspondance, et il n'y a jamais eu dans ces 5 États, dont un État d'ailleurs très conservateur, l'Utah, il n'y a jamais eu de cas de fraude. Donc évidemment, dire que c'est de la fraude massive, qu'il va y avoir de la triche électorale, c'est une affirmation qu'on peut considérer effectivement très hasardeuse. Quand le président Trump écrit ce genre de tweet, il le sait, il y va de bonne foi, ou est-ce qu'il sait qu'il va remuer la tambouille, si j'ose dire? Alors, il sait très bien ce qu'il fait, parce qu'il faut bien rappeler que Twitter a été un outil essentiel pour lui, d'abord de conquête du pouvoir, puis d'exercice du pouvoir. Pourquoi ? Parce qu'il a réalisé un rêve qu'avait entretenu un Berlusconi autrefois, ou même en France un Bernard Tapie à une certaine époque, c'est-à-dire de passer par-dessus les médias traditionnels. C'est-à-dire qu'avec ce compte Twitter, il s'adresse sans filtre, sans contre-pouvoir de la presse, directement aux États-Unis, et il peut faire passer son message de façon directe, percutante, les 280 signes, et sans prendre le risque d'être comparé aux faits, d'être ramené aux faits. Or justement, c'est ce que vient de faire Twitter, et ça, il ne peut pas le supporter. Juste d'un mot, c'est lui-même, de ce qu'on sait, c'est lui-même qui écrit, il écrit lui-même, il fait valider par un conseiller, ce sont des conseillers qui écrivent et c'est lui qui valide. Qui est derrière le compte Twitter de Donald Trump ? Alors, de ce qu'on en sait, c'est du 100% Donald Trump. D'ailleurs, il faut rappeler que contre les usages et contre ce qu'on pouvait penser, il tweete toujours depuis son compte personnel, qui est devenu un compte officiel, et il a totalement délaissé le compte officiel de la présidence, de celui qu'il aurait dû occuper du président Trump. Donc c'est bien lui qui tweet, c'est très personnel, et il ne laisse jamais son iPhone à personne. Alors, rebelote, 2 jours plus tard, on est le 28 mai, le président américain réagit aux affrontements qui sont survenus à Minneapolis après la mort de George Floyd, cet Afro-Américain asphyxié par des policiers, et Twitter a cette fois carrément masqué son message qu'avait écrit Trump, Corentin Sellin.
Alors, effectivement, trois jours plus tard, Trump a menacé, a suggéré que dès que les émeutes commençaient, il y aurait une répression par des tirs, par des fusillades. Autrement dit, il menaçait les émeutiers de se faire tirer dessus par les forces de l'ordre. Ouais, pardonnez-moi, je vous interromps une seconde. La traduction française, je ne sais pas ce que c'était en anglais. Les pillages seront immédiatement accueillis par des balles. Exactement. Alors, c'était une phrase en plus qui avait une consonance historique, puisqu'elle avait été prononcée telle qu'elle il y a plus de 50 ans par un shérif raciste blanc de Miami en Floride à l'époque. Et donc, évidemment, Twitter en a conclu que c'était une phrase qui incitait à la violence, qui appelait à la violence, et donc c'est pour cela qu'elle a été masquée. Donald Trump s'est mis en colère contre Twitter. Le patron du réseau social Jack Dorsey persistait à signer. Trump a répondu. De quelle manière? On va vous le dire. On continue dans l'infomédia du jour à parler des relations compliquées de Trump avec les réseaux sociaux dans un instant sur Europe 1. 9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Donald Trump et ses relations tendues avec les réseaux sociaux, relations tendues avec Twitter. On en parle ce matin dans l'infomédia du jour avec Corentin Célin, historien et spécialiste des États-Unis. Philippe. Je fais un rappel des faits. Donald Trump a vu l'un de ses tweets assorti d'une réserve de Twitter, puis 2 ou 3 jours plus tard, un autre carrément censuré. Le patron de Twitter, Jack Dorsey, a prévenu que Twitter, je le cite, continuera de souligner les informations incorrectes ou contestées qui sont liées à des élections. Et là, pour se venger, le 28 mai, Donald Trump a publié un décret qui permet au régulateur américain des télécoms, la FCC, de faire en sorte que les réseaux sociaux n'appliquent pas de censure politique dans leur stratégie de modération. Tout ça est un petit peu complexe. En clair, ça veut dire quoi ? Alors, ça veut dire tout simplement que Trump se pose d'abord en champion du premier amendement de la Constitution des États-Unis qui, rappelons-le, prône la liberté absolue d'expression. Il se fait le champion de cette liberté d'expression qui est très chère au cœur de son électorat conservateur. Je le rappelle, juste un mot pour que les gens comprennent ici en France, c'est par exemple aux États-Unis, on a le droit de dire que les nazis étaient des types bien. Alors oui, tant qu'on n'incite pas à une violence immédiate et potentiellement mortelle ou dangereuse, très dangereuse, on peut effectivement avoir une liberté d'expression totale. Et c'est ce que défend Donald Trump. Pour le faire, il a affaire à une loi qui a été votée en 1996 par le Congrès des États-Unis au tout début d'Internet, quand Internet était encore vraiment une jungle balbutiante. Cette loi prévoit que les hébergeurs de réseaux sociaux n'ont pas de responsabilité éditoriale, n'ont pas de responsabilité sur un contenu qui est publié par d'autres. Donc ils peuvent pas être attaqués en justice ou de manière très difficile. Ils peuvent pas être responsables en justice. Et Trump a dit à l'organe de régulation, la FCC, qui fait appliquer cette loi, c'est pas normal puisqu'avec moi, ils font justement un travail d'éditeur où, en fait, ils font valoir leurs opinions à eux sur les miennes en m'empêchant de les exprimer. Et donc, ils n'ont pas le droit à l'immunité judiciaire puisqu'ils font un travail d'éditeur. Et donc, ils demandent à la FCC de développer une interprétation de la loi beaucoup plus restrictive qui, en limitant l'immunité dont bénéficierait Twitter, par exemple, le forcerait à laisser parler et à laisser s'exprimer toutes les opinions. Oui, mais quand ce décret va-t-il entrer en pratique, tant est qu'il entre un jour en pratique ? Alors en fait, il faut bien effectivement dire que c'est d'abord un geste politique pour dire au socle conservateur, radical, féru du premier amendement de la Constitution, je suis avec vous, moi je suis votre président Donald Trump et je vais me battre pour votre liberté d'expression. Mais dans les faits, les chances que ça arrive au bout sont très faibles. D'une part parce que l'autorité de régulation, la FCC, est pas très chaude pour se mêler de régulation des réseaux sociaux. Elle est très peu à l'aise. Il y a beaucoup de ces 5 membres qui ont dit déjà dans le passé qu'ils n'étaient pas très chauds. Et d'autre part, on parle d'une loi qui a été votée en 1996 et en fait c'est la loi qu'il faudrait changer. Or cette loi à l'époque avait été votée par les républicains de droite et les démocrates de gauche ensemble. Comment imaginer aujourd'hui qu'ils se mettent de nouveau d'accord pour une telle loi? Donc c'est un décret qui risque quand même d'être largement, on va dire, symbolique de la part de Donald Trump. C'est davantage de la politique, dites-vous, ce qui est d'autant plus paradoxal quand on sait que Donald Trump a fondé toute sa communication sur Twitter. Je le rappelle, 81,7 millions de personnes qui le suivent à travers le monde, c'est complètement considérable. Alors on se dit, si Trump déteste autant Twitter, pourquoi ne pas supprimer son compte? Et un journaliste lui a posé la question et il a répondu, il a dit, si on avait une presse juste, je le supprimerais. Rien ne me ferait plus plaisir que de supprimer mon compte Twitter. Il le pense ou il le pense pas du tout?
Alors, je pense pas, parce qu'il semble y prendre un tel plaisir que ça lui manquerait, il y aurait un effet de manque. Mais sur le calcul politique, Trump a construit toute son identité politique par la détestation des médias traditionnels. Il a été un des premiers à deviner que plus encore que les politiques, les médias traditionnels étaient détestés par une partie de l'opinion. Et il a construit son ascension politique sur les médias mentent parce que les médias sont de gauche, enfin que moi je suis conservateur, et donc mon compte Twitter vous permettra d'avoir accès à un véritable récit d'information non filtré par des médias gangrénés par le politiquement correct. C'est pour ça qu'aujourd'hui il dit j'aimerais bien le supprimer, je ne peux pas, parce qu'il sait très bien que c'est un outil fantastique pour faire passer un message sans le filtre du contre-pouvoir de la presse indépendante qui le ramènerait aux faits. Donc effectivement, il y a une part d'ironie dans sa phrase, mais effectivement, c'est aussi une réalité politique parce que ça fait partie de son ADN politique. Et puis il y a quelque chose d'absolument passionnant, c'est qu'il y a une bataille dans la bataille, parce que si Trump est entre guillemets censuré sur Twitter, il ne l'est pas du tout sur Facebook, alors qu'il publie exactement les mêmes messages, des copier-coller sur les deux réseaux sociaux. Quelle est la position de Mark Zuckerberg, le patron de Facebook ? Alors, Facebook et Mark Zuckerberg en particulier ont clairement, si vous me passez l'expression, baisé la babouche de Donald Trump. C'est-à-dire Je vous passe l'expression. Voilà, c'est-à-dire qu'ils se sont soumis à ces desiderata. Il y a même eu plusieurs rencontres entre Zuckerberg et des conseillers de Trump. Pour une raison très concrète, c'est que Facebook, c'est beaucoup plus gros que Twitter, c'est un géant qui est en situation monopolistique sur en particulier la pub sur les réseaux sociaux, etc. Et depuis environ un an, le ministère de la Justice fédérale, contrôlé par Trump, a lancé une enquête anti-monopole, une enquête qui pourrait amener à une procédure antitrust contre Facebook, qui est un géant. Et donc Facebook qui a peur d'éventuelles actions en justice anti-monopole, se montre beaucoup plus conciliant avec Trump. Et par ailleurs, Facebook aussi gagne beaucoup d'argent grâce aux publicités politiques payées par les campagnes, et en particulier la campagne de Trump, et ne veut sans doute pas perdre cette manne financière que sont les publicités politiques payées par les campagnes, et en particulier celle de Trump qui est très active sur Facebook. Dernière question en quelques instants. La position de Zuckerberg n'est pas partagée par tous les salariés de Facebook. Plusieurs cadres ont publiquement exprimé leur désaccord sur Twitter. Est-ce que Mark Zuckerberg, il y avait une réunion qui devait se tenir, est-ce que Mark Zuckerberg est revenu sur ses positions depuis, en quelques mots, Corentin Sellin ? Non. Pas du tout, et il ne revient pas sur ses décisions, et parce que je pense qu'on est vraiment dans du stratégique d'entreprise. Il sait que son entreprise pourrait être attaquée en justice pour sa position de monopole dans le monde des médias et des réseaux sociaux, et lui il pense à l'avenir de son entreprise, et il sait qu'actuellement le pouvoir fédéral c'est Trump, et qu'il faut surtout pas se fâcher avec Trump. Merci beaucoup, Corentin Sellin. Je rappelle que vous êtes historien spécialiste des États-Unis, ça s'est entendu, et chroniqueur pour le site d'information lesjours.fr. Merci d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1.